parlons auto avec vous, on parle auto sur Sud Radio et attention, je suis particulièrement bien entouré. Bien sûr, Jean-Luc est avec nous. Salut Jean-Luc. Attendez, voilà, voilà, c'est mieux quand c'est allumé. Bonjour Dame Laurence et puis bonjour à tous les auditeurs et puis toutes les auditrices. Enfin, bonjour. Toutes les auditrices et tous les auditeurs. L'ami Jean-Luc. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, on va pas être tout seul, tous les deux. Et quand il est là, il est là. C'est Monsieur Vintage Mécanique qui vient passer toute l'émission en notre compagnie. Vous pourrez un petit peu monter votre siège parce que là, vous faites tout petit. C'est vrai. Et pourtant, c'est pas le cas. Non, ne bougez pas. Je vais réparer l'erreur. C'est l'ami François Alain de Vintage Mécanique qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission très spéciale. Bonjour François. Bonjour à tous, à tous, à toutes et à tous. Voilà. Et bien c'est bien parti, en résumé ça fait à toutes. Bon, il va nous falloir 3 heures juste pour arriver à dire ce qu'on aurait pu dire en 1 heure sans bégayer, quoi. Alors les garçons, oui. Je suis heureuse d'être avec vous. Oui, nous aussi. On va parler un petit peu du sujet, vous l'avez compris, il y aura un sujet Vintage Mécanique. Ah bon? Ça paraît logique. François, c'est la fin de la saison 6. Encore dans les 2 semaines qui viennent. Oui. On voulait faire un... Mais il y a 2 voitures sympas. C'est vrai. On en parlera. Il y a 2 voitures sympas, on en parle tout à l'heure. Nous allons aussi parler du rétrofit en usine. Ouais, exactement, parce que Opel a présenté cette semaine. Alors vous étiez trop jeune pour connaître l'Opel Manta en 1970 quand elle est sortie. Moi je connaissais la Mantalo, ouais. Oui. À cette époque-là. Oui. Alors elle s'est arrêtée la Manta en fait. Oui. Et elle a arrêté. Je pensais que François allait oui, l'arrêt Manta, on a compris. Oui, l'arrêt Manta, d'accord. Ok, ça, je pense une drôle que de mentalité, toi. Alors moi, je veux bien les blagues, mais il faut qu'elles soient claires pour tout le monde. Non. Alors Opel a présenté. En fait, c'était un concept au départ. Ils ont pris une Manta des années 70 et puis ils en ont fait une voiture électrique. Alors c'est ce qu'on appelle le rétrofit. Et puis ça plaît tellement que peut-être que ça sera le premier rétrofit d'usine, on verra ça tout à l'heure. Ah, et puis autre sujet également que nous allons évoquer, en plus de vous recevoir au 0826 300 300, puisque vous savez que cette émission est la vôtre. Toutes vos questions à nos spécialistes de l'auto, de la mécanique entre autres, et pas que, vous pouvez tout de suite nous rejoindre. Mais on va parler aussi des fameux FAP et catalyseurs. Que risque-t-on si on les enlève? Eh bah oui, François par exemple qui démonte tout le temps, il peut pas s'empêcher de démonter les échappements. Je veux alléger les voitures, voilà, forcément j'enlève tout. Donc qu'est-ce qui peut se passer pour vous au contrôle technique si vous avez démonté votre catalyseur ou votre filtre à particules sur votre diesel? Ah, on en parlera également en détail. Vous l'avez compris, vous êtes avec nous, en tout cas jusqu'à midi pour On Parle Auto. Nous, on est à votre compagnie et surtout à votre disposition, 0826 300 300. Et vous nous retrouvez aussi très nombreux, vous êtes déjà sur la page Facebook de Sud Radio. C'est parti. Sud Radio, 11h midi, On Parle Auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous commençons par dire bonjour à Stéphane qui est avec nous également, avec Momo qui est également avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà assez nombreux. Première question, c'est la question pratique de l'émission. On accueille Jean-Michel sur Sud Radio. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour Jean-Michel. Dame Laurence, ça va me rester ça. Jean-Michel, oui, c'est obligé. Vous êtes de la famille de Laurence? Pas du tout. Parce que vous appelez le joli, alors vous êtes de la famille de Laurence. Voilà. Quel faillot ce Jean-Luc, mais c'est incroyable. Laissez-moi prendre un petit peu des compliments, vous savez. Alors Jean-Michel, on vous écoute pour la question pratique. Oui. Écoutez, ma question pratique, j'ai acquis une C5 1,8 litre il y a à peu près une dizaine de jours. Donc j'avais besoin d'une voiture à essence pour des petits trajets. Et, en fait, je me posais la question de savoir si ce moteur-là supportait assez bien l'éthanol. Alors, elle est de quelle année votre voiture? Alors, elle est de 2005. Ah oui, vous êtes presque un collectionneur. C'est ça, pas loin. Mais j'aurais un petit mot à dire à François à ce sujet après. Oui, c'est un Youngtimer. Vous avez raison. Jean-Michel, vous êtes malvoyant. D'accord, pourquoi? Je sais pas, elle est quand même super. Enfin, je vais être méchant, elle est quand même super moche la première C5. D'accord, par rapport. C'est une phase 2 quand même, elle est déjà un peu moins moche. Elle est un peu moins moche, elle est un peu moins moche. Ça commence fort. Il est aimable, Jean-Luc, il n'a pas eu son café avant de démarrer. Ça doit mais non, attends, c'est une voiture, elle a été conçue, on a l'impression qu'elle freine en permanence. C'est vrai que le design, alors la série 1, elle était encore pire, la série 2 un petit peu améliorée avec des feux qui ont été retravaillés. On le connaît bien, c'est Jean-Pierre Plouet d'ailleurs, quand il est arrivé chez Citroën, qui a dit, le premier truc que je vais faire, c'est je vais redessiner la C5, elle est trop moche. Sûr, comme premier boulot, c'était bien. Voilà. Donc non, mais alors, elle a un gros avantage, c'est que on n'a pas fait de voiture aussi confortable que ça depuis très longtemps. Ça, c'est bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Elle a combien de kilomètres votre voiture? Parce que c'est surtout ça qui compte. 672 000. Elle a 150 000. 150 000. Ouais. En général, on dit le passage à l'éthanol au-dessus de 100 000 km, c'est pas très conseillé. Bon. Pourquoi? Parce que vous allez décaper un peu tout le circuit. Les joints, tout ça. Et 150 000 km, ça nécessiterait presque, pour être sûr que ça puisse fonctionner, de tout démonter, de tout nettoyer avant. D'accord. Donc moi, je serais vous, j'éviterais. Alors vous pouvez toujours
pouvez faire l'apprenti sorcier. Il y en a beaucoup qui jouent à ça. Un conseil. C'est ce que je fais déjà un petit peu. D'accord. Déjà à 35% et mes relevés avec l'OBD montrent un réglage de richesse qui a pas l'air trop déconnant, on va dire. D'accord, mais en fait, oui, de toute façon, les calculateurs, ils ont une marge. Hein. Donc, tant que vous êtes dans cette marge, ça fonctionne. Mais ce que je voulais dire par rapport au kilométrage, c'est que, alors d'abord, vous risquez d'avoir une segmentation qui est un peu usée, donc de l'éthanol qui va passer dans le lubrifiant. Donc là, il faut faire très attention à ça. Ça veut dire qu'il faudra faire une vidange tous les ans si vous décidez de continuer à rouler à l'éthanol. Il faut commencer par changer le filtre à essence tout de suite parce qu'il risque de se boucher. Plus, vous l'avez fait, ça? Sur ce modèle-là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que le filtre, il n'y a que la crépine dans le réservoir. Ah oui, parce qu'on fait charcuterie aussi. On fait charcuterie aussi, donc du coup, boucherie, charcuterie avec la crépine. Voilà. Bon, vous me direz, vu l'âge de la voiture et vu ce qu'elle vaut, ça vaut quand même. Vous l'avez payé combien? Je l'ai payé 3 000 €, voilà, un peu surcoté, mais bon, vu le kilométrage, voilà. Bon, alors, surtout dépassé. Elle a été correctement révisée quand même. Chez un professionnel bien révisé. Si vous êtes à 25% d'éthanol, restez à 25%. Vous amusez pas à mettre plus, sinon ça va déconner. Eh ben super. Voilà, Jean-Michel. Ah ben c'est super, merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez 2 petits mots? J'aimerais dire à François, puisqu'il est là, j'ai l'honneur de parler aussi à François Alain. Ça me fait plaisir de vous entendre aussi, d'autant plus qu'on a démonté une 2 chevaux tous les deux au Salon de l'Auto 2018. Ah mais je me souviens très bien. Voilà, et vous vous souvenez très bien, François, on a même fait un petit selfie tous les deux. Voilà, et je voulais aussi vous dire que... Vous étiez le seul d'ailleurs. Et je voulais aussi vous dire que Vintage Mécanique est une émission que j'apprécie beaucoup, et j'ai été particulièrement ému par l'émission sur le Société Française 302. Et ben vous savez que cet épisode-là a battu les records. Donc ça prouve. Alors on parlait de quoi, la Société Française? Oui, c'est un tracteur. C'est un tracteur, Madame Laurence. Bien, monsieur. Bon, allez. Il est très agricole. On est dans l'agricole. Et juste un dernier mot, je voulais passer un bonjour à mes voisins qui sont des fervents admirateurs aussi de votre émission. Cool. Donc bonjour au Bilout. Jean-Michel. Mais vous habitez dans le Schnorr? Alors non, mais non, vous n'avez pas l'accent. Dans le Gers, il y en a un peu partout. Des Biloutes aussi, des Biloutes. Des expatriés. Les gens du Nord sont tellement sympathiques que j'envoie le bonjour à tous les Biloutes du Gers et c'est cool. Jean-Michel, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous pour débuter ce rendez-vous. Merci aussi à tous ceux qui nous disent des gentilles choses sur notre page Facebook. Il y a Stéphane qui disait aussi que la C5, la C6, une bombe entre 2009 et 2010. Ok, pas d'accord? Oui, alors non, en 2 mots. La C6 c'était super confort, c'était un peu moins moche que la C5. Bon, c'était pas la révolution que nous avait annoncé Citroën à l'époque. Et puis moi, quand on parle de C6, j'ai autre chose qui me vient en premier à l'esprit. C'est une Corvette C6. Forcément, c'est la déformation professionnelle. On ne mange pas les mêmes rillettes. Allez, c'est parti, on continue, on se retrouve dans quelques instants. Nous allons vous poser cette question, FAP ou catalyseur supprimé, que risque-t-on au contrôle technique? À tout de suite. Dès l'année prochaine, 2022, les véhicules neufs qui circulent en Europe seront tous équipés d'une boîte noire dans le but, nous dit-on, d'améliorer la sécurité routière. Dès 2024, toutes les voitures d'occasion devront aussi avoir une boîte noire. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On nous dit qu'on pourra savoir si on roulait trop vite, si on était bien les mains sur le volant, etc., etc. Vous en pensez quoi? Pour les assurances, par exemple, est-ce une bonne idée d'avoir ces boîtes noires dans nos véhicules? On vous attend à partir de midi en compagnie de Pierre Chasseret et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et nous sommes, vous le savez, sur une émission un peu spéciale puisque nous avons aussi le bonheur d'avoir l'animateur télé-auto préféré des Français avec nous, Monsieur François Alain. Et je me désolidarise. L'animateur, le garagiste, comme tu dis, Jean-Luc, il s'appelle le garagiste quand on prépare l'émission. Salut, c'est ton garagiste. Voilà. On va parler de FAP et de catalyseurs. Exactement. Alors, il y a des petits malins qui démontent les catalyseurs sur les voitures essence, les filtres à particules sur les diesels. Alors, sur les diesels, c'est pour éviter les pannes quand on circule en ville. C'est aussi parce qu'il y a certains qui bricolent un peu et ils se rendent compte qu'ils vont baisser la consommation, que ça va un petit peu mieux marcher. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait arriver à passer le contrôle technique en ayant démonté tout ça. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. On a avec nous Geoffrey Michalak, que vous connaissez bien maintenant, directeur technique du réseau SGS, donc c'est Sécuritest et puis Autosécurité. Bonjour Geoffrey. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour François. Bonjour. Bon, alors qu'est-ce qui a changé au contrôle technique qui fait que aujourd'hui on passera pas si on a démonté les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement? Et que risque-t-on?
Alors, ce qui a changé, c'est qu'en 2019, en fait, la technologie des équipements et surtout la manière dont on mesure la pollution des diesels a changé et est devenue beaucoup plus précise. Et on a aussi une évolution réglementaire qui fait que aujourd'hui, pour un véhicule diesel, on prend non pas une valeur limite pour sa pollution qui est une valeur standard, mais qui est la valeur d'homologation du véhicule. C'est une petite valeur qui est plaquée sur le véhicule. Et donc, si le véhicule a été homologué avec, par exemple, une valeur de 0,5, eh ben, on va vérifier que le véhicule ne dépasse pas ce seuil de 0,5. Alors qu'avant, on prenait le même seuil pour quasiment tous les véhicules qui étaient de 1,5. Alors, donc, si j'ai démonté, Geoffrey, pour être très terre à terre, si j'ai démonté mon catalyseur, est-ce que ça va se voir au contrôle technique? Si j'ai démonté mon FAP, est-ce que j'ai une chance d'arriver quand même à passer le contrôle technique ou pas? Alors, pour le catalyseur, les véhicules qui ne sont pas catalysés ont en général des seuils aux alentours de 3 ou 4% de monoxyde de carbone, de CO, dans les gaz d'échappement. Lorsque les véhicules sont catalysés, on diminue ce taux par un facteur 10 à peu près. Donc on est à 0,3, 0,4%. On a peu de chances de passer, sauf si c'est vraiment une vieille voiture et qu'à l'époque le catalyseur n'était pas obligatoire. Voilà, auquel cas c'est pris en compte en contrôle technique. Nous, effectivement, on regarde en fonction de la date d'immatriculation du véhicule. Donc tous les véhicules depuis 1994 à peu près sont équipés d'un catalyseur, et auquel cas on prend ce seuil-là en compte. Si le véhicule est d'avant, bien évidemment qu'on ne va pas lui demander de entre guillemets polluer aussi peu qu'un véhicule catalysé. D'accord. Alors avec le filtre à particules, là, ce coup-là. Alors il y a des petits malins, ils le vident, mais ils le laissent en place parce que ça, on le verrait si on avait un tube droit à la place du filtre à particules. Ça, c'est contre-visite directe, mais il y a des petits malins, ils le vident, et ça vous le mesurez aujourd'hui, comment ça se passe, tiens? Alors, effectivement, on a François A de Paris qui arrive avec son véhicule diesel, il a viré le catalyseur, il a viré le filtre à particules, ça se passe comment pour lui? Si on constate que l'équipement, que ce soit le catalyseur ou filtre à particules, a été modifié ou supprimé, bien évidemment que ça fait l'objet d'une défaillance en contrôle technique avec une mise en contre-visite du véhicule. Ça, c'est évident. Maintenant, comme vous le dites, on ne va pas cisailler l'échappement ou le catalyseur pour voir ce qu'il y a dedans. Oui. Donc s'il a été vidé, nous, on ne le verra pas. Donc dans ce cas-là, c'est la mesure à l'échappement, avec donc soit l'analyse de gaz pour les véhicules essence, soit l'opacité pour les véhicules diesel, qui va nous permettre d'identifier si le véhicule a été modifié, et s'il dépasse les seuils, et il y a de fortes chances qu'il dépasse les seuils s'il n'a plus cet équipement, et bien dans ce cas-là, il sera mis en contre-visite pour le même motif, avec une contre-visite à la clé. Mais les diesels d'aujourd'hui, ils n'ont plus, les nouveaux diesels, ils n'ont plus le FAP. Si, ils ont toujours un filtre à particules, bien sûr, au contraire. C'est pas le même depuis 2011. Si, depuis c'est le 2011. Même, exactement le même. Depuis 2011, la technologie sur les filtres à particules n'a pas changé. C'est obligatoire depuis Euro 5, donc tous les diesels qui sortent aujourd'hui ont des filtres à particules. Il y en a qui continuent à les démonter, malheureusement, mais on ne peut plus passer le contrôle technique. Est-ce qu'on risque autre chose, Geoffrey ? Est-ce qu'on risque un PV? Est-ce qu'on risque, je sais pas, d'être exécuté au bord de la route si on n'a plus de filtre à particules? Oh, ça, il y a assez peu de chance. Par contre, effectivement, une contravention, oui, de toute évidence, ça, on la risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de modifier un véhicule, surtout pour tous les aspects liés à la sécurité. De la même manière, on a déjà parlé de changer ces feux pour des feux au xénon ou des choses comme ça. Tout ça est bien évidemment interdit. Le véhicule doit rester conforme à son type d'origine. Et donc ce type de modification est bien évidemment interdite et verbalisable, même si elle est assez difficile à déceler en dehors du contrôle technique. Par contre, le contrôle technique ne va pas donner... Ah bah là, vous êtes contre-visite, puis si vous remettez pas, vous passerez plus jamais, quoi. Non mais d'accord, ok, contre-visite, mais ils vont pas prévenir les flics, entre guillemets, ils vont pas vous dénoncer. C'est ça la question. Super, merci beaucoup. Merci Geoffrey. Merci à vous. Donc il faut que Jean-Luc garde ses phares à acétylène sur sa Dion bouton. Moi je dénonce, Moi je dénonce. Non Jean-Luc, on ne dénonce pas. J'aime pas ça du tout, moi. Merci beaucoup Geoffrey d'avoir été avec nous sur ce sujet. Tout de suite, on va parler de vintage mécanique. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Allez, on a évidemment, vous l'avez vu depuis le début de cette émission en compagnie de François Alain, Monsieur Vintage Mécanique. Mais quel succès! Mais tout le monde vous adore. Hein. Je sais plus quoi dire. Non, mais c'est vrai. Voilà. On va pas dire le contraire, nous, Jean-Luc. Merci beaucoup François d'être venu. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, animateur auto préféré des Français en télé. Tout le monde vous adore sur Facebook, la page. Voilà, tout le monde vous. Ah, super. C'est la sixième saison quand même. Ouais, 6e saison. Et ça fait combien d'épisodes? On doit être à plus de 70. Ça y est, on a dépassé le stade des 70. Donc il reste encore 2 épisodes. Alors là, voilà, il diffuser. reste 2 épisodes qui vont être diffusés maintenant. Donc il y en a un la semaine prochaine, jeudi prochain, que j'aime beaucoup parce qu'évidemment c'était ma première voiture quand j'étais étudiant. C'était une petite Peugeot 204 coupé des années 60. Et en plus là, l'épisode est vraiment. Ah bah j'aurais dit un tricycle de Dion, moi. Tiens, c'est marrant. Ça aurait pu. Ou une patinette, mais sans moteur électrique. Donc en plus c'est une 204 particulière parce que c'est une voiture de course. Absolument, c'est une voiture qui a été vice-championne de France des rallyes en 76 et 77. Comment une 204 ça peut être champion? C'est dingue, hein. Du monde absolument. Surtout qu'à l'époque c'était les Renault et les Simca qui trustaient dans les voitures françaises qui trustaient les podiums. Et donc il y a quelques fous furieux qui se sont lancés à l'époque sur des petites 204 coupées à la fin des années 60. Et en l'occurrence Dominique Restellini qui nous a accompagnés pour l'épisode bien évidemment. Qui est ce monsieur pour ceux qui n'ont jamais entendu parler? Il était fils de concessionnaire et ensuite concessionnaire lui-même de la marque. Et donc il a couru en rallye pendant 30 ans. Et sa toute première voiture à lui aussi c'était donc la 204 coupée. Et il nous a fait l'honneur de participer à l'émission puisqu'il nous a confié la restauration de la voiture qui n'avait pas bougé depuis 43 ans. Ça faisait 43 ans qu'elle était au fond de la concession Restellini dans l'Est parisien. Et donc on l'a remise en route et ça se finit sur le circuit de Montlhéry de façon assez extraordinaire. Et ça va même se finir plus loin parce que ça va se finir avec François Alain que vous connaissez peut-être au volant de la voiture fin août pour le Tour Auto. Oui, parce qu'en plus on va la looker vintage mécanique cette voiture, donc ce sera mon 4e Tour Auto, mais le premier où la voiture sera très clairement badgée vintage mécanique, et on va prolonger l'épisode par sa participation au Tour Auto, parce que c'est vrai qu'une fois qu'elle a été restaurée, c'était dommage de la remettre dans un garage. C'est clair. En plus, je vais vous aider un peu. On sera tous les deux sur le Tour Auto. Vous allez faire copilote? Non, je vais pas faire copilote. Moi, je vais parler des concurrents. Donc, il va faire journaliste reporter. Ah, c'est cool. Je vais faire journaliste. Je vais essayer de faire journaliste. Vous m'emmenez, les gars. C'est Tintin Moreau reporter. Vous m'emmenez. On fait une petite. Bien sûr. Je vais faire une petite étape avec vous. Dream Team. Voilà. Et alors la semaine d'après, parce que là on a la 204, il y a une voiture que Jean-Luc aime beaucoup, moi j'aime notamment. beaucoup. La semaine d'après, on termine cette 3e partie, parce qu'il y en aura en fait une 4e, mais pour l'instant je peux pas tout dire. Mais on termine cette 3e partie de l'émission avec une Austin Healey 3000, une des dernières séries. Une Mark III, dernière série. Voilà, et c'est très sympa, ça se finit. Alors je peux pas tout dire, mais bon c'est très sympa. C'est vrai que c'est une auto qui est très chouette. C'est dans les roadsters anglais, c'est un des modèles les plus désirables. Donc c'est vraiment. Il y a encore des choses qui vous étonnent et qui vous font vraiment des gros coups de cœur. J'ai toujours 8 ans et demi dans ma tête. De toute manière, moi, il y a je ne suis pas blasé. Donc il y a plein de choses qui m'épatent toujours et je suis quelque part un grand gamin et je le revendique. Et donc non, moi j'ai des tas de choses qui m'épatent à tous les niveaux. On a une question là sur la page Facebook de Sud Radio. Une question pour François, nous dit Stéphane, sur l'épisode de la Ferrari. Pourquoi avoir laissé le compartiment moteur aussi sale? Alors, on remet des choses en place par rapport au. Ce qui est vrai, c'est que quand on fait une émission qui dure 65 minutes et qu'évidemment, bien sûr, le tournage est étalé sur plusieurs mois parce que la restauration se fait pas en 15 jours, c'est beaucoup plus long que ça. Il y a évidemment des choix qui sont faits. On peut pas tout montrer, on peut pas tout. Oui, c'est compliqué de résumer en 65 minutes une resto qui a duré plusieurs mois. Et parfois, je reconnais, j'en ai pas non plus. C'est pas une science exacte. Parfois, effectivement, il y a des plans de coupe ou des choses comme ça qu'on met ou qu'on ne met pas et qui sont pas forcément je peux admettre effectivement. Alors ce qui est vrai aussi pour défendre nos amis restaurateurs, c'est quand on a un certain budget, il faut le respecter. Pas tout faire. Je sais plus dans le cas présent de cet épisode-là, mais c'était 40 000 euros. Voilà, bon, c'est 40 000 euros quand même, c'est vrai. Mais parfois, il arrive qu'on puisse pas tout faire pour la somme donnée. C'est ça le problème aussi. Et il y a Eddie également toujours sur la page Facebook qui nous dit quoi, François est infidèle à Citroën ? Point d'exclamation. Alors là aussi, parce qu'on parlait de la Peugeot juste avant. Ah ben maintenant, mais il était plus Peugeot avant. Non, il était plus je suis Stellantis maintenant. Je suis Fiat, Alfa, Peugeot, Jeep. Citroën, Jeep. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Je suis Stellantis. L'ancien. Voilà, je plaisante. Non, mais j'adore Renault, j'adore j'adore toutes les marques en fait. J'ai pas de. Vous êtes un vrai passionné de voitures. En fait, dans chaque marque, il y a des trucs intéressants. C'est comme moi pour les vins, quoi. Exactement. Et les voitures aussi. Vous restez avec nous, François ? Bien sûr. Avec bonheur. Bien sûr. On le garde ?
Je sais que Oui, Jean-Luc va oui, le on va le cuisiner, garder. donc, oui, je oui. On va sais. le garder. On va le garder parce que derrière, il va pouvoir intervenir. Il y a deux, trois questions qui sont de son domaine de compétence. Oh, chouette. Allez, question pratique, vous nous rejoignez 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, cette émission est la vôtre. Hein. C'est pas parce que là nous sommes tous les trois, il y a de la place pour 10, 12, puisque c'est virtuel et au téléphone, avec ou sans masque, vous pouvez nous rejoindre. Toutes vos questions à François, Alain qui est notre invité un peu spécial aujourd'hui, et évidemment à l'ami Jean-Luc Moreau qui est notre monsieur auto sur Sud Radio. Eh bien là, vous nous rejoignez dès maintenant, dans quelques instants, et c'est d'une voiture qui dépote. Jean-Luc Moreau. Et nous sommes en votre compagnie, vous le savez, avec l'ami Jean-Luc Moreau et notre invité un peu spécial toute la journée, toute l'heure déjà. Toute la journée, ça sera bien. Moi, je veux bien rester toute la journée. Non mais il y a d'autres rendez-vous, hein. Ah Il y a La Rochelle, Toulouse à D'accord. 17h40 en direct sur Sud Radio là, pour la Coupe d'Europe. Donc on va parler rugby aussi beaucoup cet Ah, mais je peux après-midi. commenter aussi, s'il faut. On fera un petit point d'ailleurs dans le courant de notre émission avant midi de ce grand rendez-vous tant attendu par les amoureux du rugby. On va dans quelques instants parler de Rétrofit Usine avec Opel qui se lance dans le Rétrofit Usine. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, eh bien on va parler d'un essai de l'essai voiture de Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, un garçon m'a dit « Viens, je t'emmène dans le parking souterrain. » Je t'emmène. Dans un parking souterrain. Nous sommes arrivés dans ce parking souterrain, il faisait Maman, noir. c'était en tout bien, tout honneur. Et je suis face à une voiture que je trouve assez jolie d'ailleurs, au premier abord, une Volvo XC40. Et l'homme en question me dit « Prends les clés de la voiture, conduis la voiture, Ah, il on t'a va fait- essayer. ouais. Il t'a fait le coup de la Volvo XC40. Il m'a fait le coup de la Volvo XC40. Attention, la Volvo XC40 40. recharge. Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire ça change tout. l'électrique. C'est la version électrique. J'ai même pas osé appuyer trop fort sur la Ouais. pédale d'accélérateur parce qu'on a tellement les ça part yeux, très très vite. parce qu'on a les yeux Waouh. qui tapent dans le fond du crâne. En fait, Enfin vous, quand on parce que mais accélère à moi fond. non, mais moi il y a tout qui Ouais. tapait au fond du coffre. Oh Alors, qu'est-ce que c'est que le XC40 ? C'est le véhicule le plus vendu de Volvo en France. C'est un petit SUV qui fait 4,42 m de long. Donc, il a exactement la même forme dans sa version électrique. Il y a juste la calandre à l'avant qui est fermée, ce qui permet d'améliorer un petit peu le CX. Ce qui est intéressant, c'est que cette version électrique ne perd pas ni en habitabilité ni en coffre par rapport à la version thermique, parce qu'ils ont intégré les batteries dans le plancher, dans le tunnel central de la voiture. Donc, on a un coffre qui fait 452 litres. C'est simplement 20 litres de moins que la version normale. Donc, on a un véhicule qui est pratiquement familial, mais c'est pas sur ça qu'il est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Et là, vous avez deux moteurs électriques qui développent une puissance totale de 408 chevaux. Mais c'est pas ça le plus intéressant. C'est surtout qu'on a 660 Nm de couple Alors au là, démarrage. il faut expliquer à Voilà. tous ceux qui n'ont jamais mis le pied sur cette Voilà. pédale Alors, d'accélérateur. exactement. Alors, on va expliquer. Les gens aiment les diesels pourquoi ? Parce qu'un diesel, il y a du couple. Oui. Et donc, quand on accélère, ça répond tout de suite. Oui. Bon, Moi je suis fan, vous le un savez. diesel avec beaucoup de couple, enfin avec du couple, on est à 350 Nm. Là, on est à 660 C'est au démarrage. énormissime. Voilà. C'est énorme. Ah non mais ça fait pfiou. Ah bah oui. Donc, en fait, oui, on appuie sur la C'est mieux pédale qu'un coup de d'accélérateur. foudre. Ouais, Ah ouais. exactement. Et puis ça fait moins mal qu'une mauvaise rencontre amoureuse. Alors, 0 à 100 en 4 secondes 9, mais c'est surtout le 0,50 km/h qui serait intéressant de mesurer. Je vais vous le dire honnêtement, on mettrait une Ferrari Mais non. à côté, oui, sur les 50 premiers mètres. Bon, Ah. Après, évidemment, la Ferrari reprendra l'avantage. Mais si vous êtes au feu rouge et que vous voulez faire le kéké des feux rouges, Ça, c'est bien ton genre. ouais, alors de 0 à 50, donc je respecte toujours la limitation de vitesse. Voilà. Oui, Mais si entre vous voulez 0 faire et le 50, kéké voilà. des feux rouges, vous allez humilier tous mais ceux qui roulent avec arrêtez d'autres d'être voitures. hypocrite, s'il vous plaît. Non, il y a un moment, il faut faire attention. Et mais- pourtant, c'est un engin qui fait 2 tonnes 2, donc on se dit oh là là. Ouais. Mais on n'a pas le ressenti du poids au volant, Non. tellement justement les moteurs sont généreux. Et ce que je vous ai dit aussi, dans l'essai qu'on a fait ensemble, merci beaucoup, c'est que on sent que la voiture est très stable et qu'elle accroche à la route Oui, quand bah, même. en plus, hein, elle c'est, a 4 roues motrices, Ouais. elle est collée par terre, elle est extrêmement confortable. Alors là, je dis chapeau, parce Non, mais qu'il y a sérieux. quand même des grosses routes 19 pouces. Donc, C'est pas comment évident, ils ont ouais. fait Ouais. pour arriver à faire une suspension aussi confortable et aussi efficace ? Parce que je me suis fait des petits virages. Alors, vous avez la vidéo, alors vous verrez les petits virages, vous avez la vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Je vous invite à aller la voir, parce que là, Non, elle est chouette, hein. j'ai roulé un petit peu plus vite, donc vous verrez ce que ça peut donner. C'est assez intéressant. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, une voiture électrique avec des chevaux, tout ça, c'est facile à faire, mais on fait combien ? On doit faire 50 km avec la voiture ? Non. Alors, l'homologation dit 418 km. Évidemment, c'est pas vrai. Moi, en roulant normalement, j'ai une consommation de 24 kWh au 100 km. Ça veut dire que l'autonomie réelle de cette voiture, c'est 300 km. On fera peut-être 400 km en ville, mais pour un usage mixte, c'est 300 km. Non, C'est c'est pas top. encore autant. Non, mais elle est top, franchement. Mais on peut faire de la recharge ultra rapide si on trouve une borne ultra Alors, par rapide contre- jusqu'à 150 kW. Voilà.
Et par contre, il y a quand même un défaut. Bah oui, ça coûte 58 400 à partir de 58 490 euros. Vous n'avez que 3 000 euros de bonus en plus, hein. Et vous aurez que 2 000 euros de bonus à partir du 1er juillet. Bon, c'est vrai qu'on peut négocier peut-être un petit peu avec le concessionnaire Volvo, mais en tout cas, ceux qui pensent, alors c'est pas parfait, ça remplacera pas un véhicule thermique pour le moment, mais ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'amuser au volant d'une voiture électrique, c'est le contre-exemple parfait. C'est clair. Non, les soucis sont en fait ailleurs, mais bien sûr. Vous l'avez essayé, François ? Non, j'ai pas essayé. Le vrai souci, ça sera la recharge sur cette voiture. Mais ça, comme pour encore beaucoup de voitures électriques, malheureusement. Le souci aujourd'hui, c'est la recharge. Et pas chez soi, la recharge, évidemment, quand on fait des grands trajets à l'extérieur. Mais en tout cas, merci de l'essai, merci de la découverte, parce que j'ai pris du plaisir aussi. Non, avec une voiture. Sérieux, c'est une chouette voiture. Trop chère, mais une chouette voiture. Bon, vous savez ce qu'on va faire après avoir parlé de voiture ? On va parler de voiture. On va parler d'environnement. Mais juste, je vous donne un rendez-vous, c'est que dans moins de 3 minutes maintenant, on va aussi parler rugby avec Daniel Herrero qui sera avec nous en direct sur Sud Radio dans On parle auto. Parce qu'on parle auto, on parle rugby, on parle passion, on parle tout ça pour parler du grand rendez-vous de cet après-midi pour le rendez-vous européen La Rochelle-Toulouse. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Alors, on va parler d'auto et d'environnement parce que rétrofit un jour, rétrofit toujours. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que le rétrofit ? On prend une vieille voiture, on enlève tous les organes à l'intérieur. C'est un peu comme si on prenait François Alain, on lui retire tous les organes à l'intérieur. Ça pèsera moins lourd. Que du nouveau. Mais non, il est beau comme ça. On retire le moteur. Alors en général, on garde la boîte d'ailleurs sur le rétrofit, ce qui permet à la fois soit d'avoir des performances en passant les vitesses, soit de se mettre sur le dernier rapport et d'avoir une voiture qui fonctionne très bien. Alors vous avez la 2 chevaux est la première homologuée en rétrofit. C'est un de vos amis qui l'a fait. D'ailleurs, c'est le maire Club bien sûr. Et là, on a Opel. Et là, on a Opel qui a présenté cette semaine. Alors, la Manta. Qu'est-ce que c'est que la Manta ? La Manta, c'est pas une boisson. C'est une raie. Non, la raie, c'est le stop. Ah, pardon. Oui. Excusez-moi, messieurs. Non, mais voilà. Alors, la Manta, elle est sortie en 1970 pour concurrencer la Ford Capri. C'est fini. Ouais. Ah, d'accord. Et la Manta. On les fait toutes tout de suite. Et puis on accueille aussi Grégoire. La tête de feu, c'était l'Opel de phare. Ah, joli. Allez, on va tout de suite accueillir Grégoire Vitry, qui est directeur de la communication d'Opel France. Ça va nous recentrer. Qui va être un petit peu plus sérieux. Bonjour Vitry. Grégoire. Bonjour. Respect pour les références. Bien, bravo. Là, je dis bravo. Ouais. En plus, alors on parle de l'Opel Manta première génération, donc qui a été produite de 70 à 75, qui a eu un certain succès. C'était un coupé et qui a été produit à pas loin. Enfin, je crois que c'est aux alentours de 500 000 exemplaires. J'ai pas le chiffre exact en mémoire. Donc c'était en fait à un moment où Opel s'est réinventé parce que c'était un peu plan-plan. Et puis il y a eu l'Opel GT. Vous savez cette petite, on va dire la mini Corvette, la mini Corvette qui était chouette. La Manta est arrivée, c'était une voiture chouette. Donc aujourd'hui, on a la nostalgie de ça. Et pourquoi avoir repris donc une Manta pour en faire un véhicule moderne ? Alors, la Manta, donc qui fête ses 51 ans cette année, est vraiment toute jeune, mais une vraie source d'inspiration pour le nouveau design des Opel d'aujourd'hui, à commencer par le Mokka. Et donc, le fameux rétrofit qu'on évoque aujourd'hui, c'était aussi pour boucler la boucle de ce clin d'œil historique à la Manta. Et donc, voilà la raison pour laquelle on a cet événement autour de la Manta et ce rétrofit qu'on appelle Manta GSE, juste pour un petit clin d'œil allemand. Le E voulait dire Einspritzung à l'époque, injection. Le E aujourd'hui veut dire électrique. Ah ouais. Alors vous avez pris donc une Manta première génération. Vous lui avez greffé un moteur électrique. Alors il y a quand même des chevaux, 147 chevaux, mais pas que. C'est-à-dire la face avant a été modifiée, puis tout l'intérieur a été modifié aussi. Ouais, l'idée, c'était de pas simplement faire un rétrofit, à savoir on change le moteur thermique et on met un moteur électrique. C'était aussi d'amener d'autres éléments de modernité dans la Manta et donc de retravailler cette face avant qui est vraiment ce qui était extrêmement inspirant pour les futurs Opel et de la moderniser aussi également à l'intérieur avec une planche de bord entièrement digitale, des sièges un peu sport empruntés à l'ancienne Adams. Donc aller au-delà du simple rétrofit et puis ramener la Manta un petit peu vers le futur. Donc la boucle est bouclée. Oui, alors la boucle est bouclée, mais ça a donné des idées à pas mal de monde, parce qu'au départ, ça devait être juste un one-shot, c'était un concept, et puis en fait, en le faisant, il y a plein de gens qui se sont dit, c'est peut-être pas idiot comme idée, alors vous en êtes où ? Alors,
c'est vrai qu'à la base, c'est né comme un exercice de style. Et puis, quand chez Opel, on a constaté l'engouement dans les médias, dans les réseaux sociaux. Voilà, on a été les premiers surpris par l'enthousiasme que la montage GSE a pu susciter. Donc, évidemment, je vais pas faire d'annonce. Il n'y a rien qui est décidé. Simplement, le sujet, il est vraiment abordé maintenant avec beaucoup plus d'attention et avec sérieux. Donc, il y en a une qui est immatriculée, elle est homologuée, elle a le droit de rouler sur la route. Et pour l'instant, il n'y en a qu'une. Rien n'est décidé. Néanmoins, le sujet maintenant est pris très très au sérieux. Vous allez peut-être répondre à l'Opel alors. C'est une bonne mentalité. Non, elle était bien celle-là. Non, mais ça voudrait dire que peut-être qu'un jour, c'est ça en fait la vraie interrogation, peut-être qu'un jour les constructeurs eux-mêmes se mettront à faire du rétrofit électrique sur les vieilles autos. Mais alors quel avantage, quel intérêt puisqu'ils le font sur les nouvelles ? Parce que ça permettrait de continuer à avoir un parc roulant. Ça coûte moins cher en fait. C'est bien pour leur patrimoine. En termes d'environnement, oui, c'est bien pour le patrimoine. Et en termes d'environnement, plutôt que de mettre les voitures à la casse, c'est bien aussi de les rétrofiter. Ça, je suis d'accord, parce que l'électrique va mettre quand même beaucoup de voitures à la casse. Et en termes d'écologie, il faut qu'on m'explique quand même, on marche un peu sur la tête. Alors, il y a du pour et du contre. C'est vrai que moi, je comprends parfaitement l'exercice de style, parce que dans le principe, il est super. Maintenant, c'est vrai que les collectionneurs purs et durs, non, mais évidemment. Pas trop pour. Alors cela dit, moi j'ai ensuite, vraiment. C'est un libre choix. Je suis collectionneur dans l'âme, mais demain une 2 chevaux électrique, ça me tenterait pour venir, par exemple, à Sud Radio. Ah moi non, je préfère le bruit de mon moteur de la Dodoche. Alors, moi je suis entre les deux, c'est-à-dire que je pars du principe que le rétrofit pour des voitures, notamment à usage urbain, ça a un sens. Oui, ça peut avoir un sens. C'est pas faux. Par contre, c'est vrai que ça c'est un choix, mais l'obstination des constructeurs à vouloir faire des voitures qui sont aptes à faire des centaines et des centaines de kilomètres. 911 rétrofit, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, ça n'engage que moi. Messieurs, on pourra d'ailleurs en parler encore souvent et régulièrement dans On parle auto. Merci beaucoup Grégoire Vitry. Merci Grégoire. Je suis la maîtresse du temps, donc il faut que je tienne un peu l'horloge. Surtout qu'il y a un rendez-vous énorme cet après-midi pour tous les passionnés de rugby qui sera en direct sur Sud Radio. Et on retrouve pour en parler Daniel Herrero. Sud Radio Sport et Rugby. Alors Daniel Herrero, bonjour. Señorita, bonjour, amis de Sud Radio, je vous salue. Comment ça va? Alors on est déjà ravis parce qu'hier les Montpelliérains ont remporté le challenge européen en battant Leicester d'un seul point, mais ils ont gagné. Et cet après-midi, attention, ça va être du grand, ça va être du beau. On a La Rochelle, Toulouse en finale de Coupe d'Europe à 17h45 en direct sur Sud Radio, Daniel. Absolument, ouais. Évidemment nous y serons, nous y étions hier, Sud Radio était présent dans l'événement. Hier c'était non pas un tour de chauffe, une finale on dira de la Coupe d'Europe numéro 2, mais très très haut standing quand même. Les Montpelliérains l'ont emporté sur une équipe d'Angleterre, enfin sur une équipe anglaise de Leicester. Ça a été un joli match, très pétillant, ils sont allés le chercher avec le cœur et avec les dents, une belle victoire qui fait du bien, j'allais dire, au rugby de France. Et puis il y a aujourd'hui, alors à 17h45, c'est ça, 17h45, il y a la finale dans le grand stade de Twickenham, un des plus beaux stades du monde, sinon le plus beau et le premier. Et là, deux équipes françaises. Ce sont deux grosses batteries entre eux, vous l'avez dit, Laurence, l'équipe du stade toulousain et l'équipe de La Rochelle. Honnêtement, au niveau garanti, je dirais. Oui, alors rien n'est garanti parce qu'on connaît Toulouse pour son jeu à la main, mais qui est aussi une véritable force, un vrai titan en termes de costaud. Et puis La Rochelle a vraiment ce jeu comme ça, très titanesque, très costaud. Et alors pour La Rochelle, c'est juste énorme. Il y a 8 ans, ils étaient encore en 2e division. Ils n'étaient pas là, mais quel parcours! Absolument, on pourrait dire que l'équipe de La Rochelle, qui arrive donc en finale de la Coupe d'Europe, a mis 7 ou 8 ans à se bâtir, mais elle est partie, on dira, de la 2e division, elle a gravi tous les échelons, avec une constante, une caractéristique toujours très humble, très appliquée, très intelligente, on dira. Elle s'est prise logiquement, joliment, elle est maintenant... perclus de joueurs de grand talent, elle a en place un type de jeu qui est effectivement assez nettement différent de l'adversaire toulousain, qui lui est très offensif, a un goût très prononcé pour la relance, pour la créativité, pour la prise de risque. Toulouse est toujours très spectaculaire. Ils arrivent à ce plus haut niveau parce qu'ils ont aussi en même temps se structure dans le combat, et La Rochelle avec un jeu, je dirais peut-être plus méthodique, plus je ne saurais pas dire traditionnel, mais plus ordonné, mais par contre à haut niveau dans tous les secteurs, quoi. La Rochelle c'est gaillard, La Rochelle c'est agressif, La Rochelle
très bonne dans le secteur de la conquête. Et La Rochelle a aussi un jeu assez huilé dans la construction. Donc, on est garanti d'opposition de style et probablement de brio. Par contre, on est un peu bouleversé à l'idée qu'il y a 2 grandes équipes françaises pour le grand titre et en même temps, pour qui notre cœur va battre. Nous sommes enfants de Sud Radio, commentant le match et ça sera sans doute pour les couleurs de France. Oui, mais enfin, de toute façon, c'est la France qui va sortir gagnant. Hein. C'est comme au foot, c'est toujours le PSG qui gagne. Là, c'est la France qui va gagner. Et on n'est pas à l'abri qu'on gagne aussi ce soir à l'Eurovision. Donc, ce serait la France avant tout aujourd'hui. On adore. C'est Jean-Luc qui chante, non? Non, Daniel Herrero, on vous retrouve évidemment en direct de... Allez, on vous salue et présence indispensable en plein après-midi. Exactement, à partir de 13h avec François Trio sur Sud Radio, spécial après-midi pour cette finale de Coupe d'Europe de rugby. La Rochelle rencontre Toulouse. Notre cœur va battre à l'unisson quand même, 2 équipes du Sud-Ouest. Wouhou, ça va être fort. Et quant à vous, Daniel, on vous retrouve dès 17h45 en direct avec Alex du fameux stade de Twickenham. C'est noté dans vos tablettes. À tout à l'heure. La Rochelle Sud-Ouest, pas exagéré. Ah bah si, c'est le Sud-Ouest, La Rochelle, monsieur. Je vais vous faire votre petit truc de géographie. C'est un peu tiré par les cheveux. Charente-Maritime, c'est le Sud-Ouest, messieurs. C'est l'Aquitaine. Et l'Aquitaine, c'est le Sud-Ouest. En tout cas, moi, ça me rappelle une Peugeot. Allez, au revoir. À tout de suite. La pub. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Parlons pneus, parlons bien aujourd'hui avec notre invité Olivier Schneider, commerce de la marque Continental. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à vous. Bon, tout à l'heure, on a parlé de l'essai de la semaine, c'était le Volvo XC40 recharge électrique. Donc 2 tonnes 2, 400 chevaux, 660 Nm de couple au démarrage, une voiture électrique, donc forcément avec des pneus qui doivent économiser le carburant, mais en même temps, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, il faut pouvoir encaisser le couple au démarrage. C'est vous qui avez fait les pneus pour cette voiture. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'arriver, alors c'est la quadrature du cercle, hein, à la fois faire tenir la route à un engin comme ça, et puis en même temps arriver à faire des économies d'énergie? Alors effectivement, oui. C'est effectivement un challenge qui est vraiment énorme pour tous les manufacturiers de pneumatiques. Donc je ne sais pas si vous l'aviez vu en faisant le tour de la voiture, mais cette voiture, en fait, elle est montée même avec des dimensions mixtes. C'est-à-dire à l'avant et à l'arrière, il n'y a pas la même dimension sur la voiture. Ah ouais, j'avais pas fait attention. Donc effectivement, donc sur l'avant, il y a un 235 et à l'arrière même un 255. Donc vous connaissez peut-être ça des voitures propulsion, des BMW ou des Mercedes de ce monde. Et donc là, avec Volvo, effectivement, donc en coopération avec eux sur ce développement, le challenge était effectivement comment réussir à transmettre ce couple sur la route et puis pour justement permettre à ce véhicule également un confort au niveau du roulement, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un pneu comme ça et le pneu de la voiture de monsieur et madame tout le monde pour un véhicule thermique? Alors effectivement, oui, là le challenge, comme vous l'avez dit, uniquement réussir à optimiser un pneumatique sur un critère, par exemple la résistance au roulement, c'est déjà compliqué, mais c'est faisable au détriment d'autres performances. Là, le challenge, c'était vraiment sur 7 critères principaux, que ce soit la résistance au roulement, le bruit, l'usure, le freinage sur sol sec, freinage sur sol mouillé, le comportement et le confort. Donc, en fait, la difficulté pour les pneumaticiens, c'est vraiment de réussir à faire cette avancée, mais en parallèle sur tous les sujets, pour trouver vraiment le compromis optimal pour que le pneumatique fonctionne sur la voiture. C'est la chimie donc du pneu qui est différente. Qu'est-ce qu'il y a dans la recette de cuisine? Si vous pouvez peut-être nous la donner, même si c'est secret, ça sortira pas d'ici. Alors effectivement, je vais pas pouvoir partager la recette, même si l'heure du repas se rapproche, mais effectivement, on a une technologie avec un nom marketing qui s'appelle Green Chili 2.0 dans ce pneumatique-là, qui est vraiment la toute dernière génération en fait de nos gommes. Donc effectivement avec des élastomères de haute performance, donc c'est des caoutchoucs c'est un mélange caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique avec des silices de haute performance. Pourquoi justement la silice? C'est justement pour réduire la résistance au roulement. Donc sur un véhicule électrique, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à faire un maximum de kilomètres avec une charge. Sur un véhicule thermique, c'est réduire la consommation, donc par conséquent réduire le CO2. Alors, c'est des pneus, j'imagine, plus chers que des pneus standards? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, là on est vraiment sur notre gamme Conti EcoContact 6, optimisé pour ce véhicule, mais pas nécessairement plus cher, non. D'accord. Alors ça veut dire en revanche que quand on a un véhicule électrique, là je parle de tous les véhicules électriques, il faut changer ses pneus, on a intérêt à prendre les pneus qui sont homologués pour la voiture et pas monter n'importe quoi. Absolument, absolument. Je pense, moi-même, étant propriétaire d'un véhicule électrique d'un constructeur français, en fait,
comme vous l'aviez dit dans votre reportage, c'est fun d'appuyer et de sentir ce couple et puis l'accélération, mais c'est encore plus fun de faire un maximum de kilomètres en fait avec une recharge. Et effectivement, les pneumatiques donc de première monde, c'est-à-dire les pneumatiques spécialement développées pour ces véhicules, vous permettront d'atteindre un maximum de kilomètres. Alors qu'un autre pneumatique, donc on pourra reconnaître à travers les labels aussi, que vous connaissez au niveau des labels des pneumatiques, vous ferez moins de kilomètres et donc ce sera moins satisfaisant pour vous en tant que propriétaire de ce genre de véhicule. Et ben voilà. Merci beaucoup Olivier Schneider, directeur général commerce de Continental, marque de pneumatiques qui fabrique les pneus pour le Volvo XC40. Entre autres, mais aussi du coup on en a appris un peu plus sur les pneus pour les voitures électriques. C'est cool. Nouvelle génération mais tout à fait, mais carrément. Merci, c'est bien Jean-Luc. Je savais pas moi. Moi, je pensais qu'on était encore sur la vieille... Non. Bon. On apprend plein de trucs avec c'est vrai, c'est bien. C'est une bible. Jean-Luc Moreau, Monsieur Auto sur Sud Radio. Allez, bon week-end à vous, Olivier Schneider. Dans quelques instants, tout de suite d'ailleurs, on va parler de quelle auto choisir, parce que c'est un des rendez-vous que l'on vous propose dans On parle auto. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et vous le savez, c'est un rendez-vous que l'on vous propose régulièrement aux alentours de 11h52, 53. Vous avez un doute sur la voiture que vous voulez acheter, vous nous appelez au 0826 300 300. Inscrivez-vous déjà dès aujourd'hui pour peut-être la semaine prochaine. Et alors là, on va garder notre ami François Alain parce que j'ai l'impression on a Daniel qui a une bonne question. La question va l'intéresser. Salut Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Merci, bonjour, bienvenue. Alors vous hésitez pour me faire un cadeau d'anniversaire, non, c'est attendez, laissez-le faire. C'est pour moi d'abord. Alors l'hésitation, elle a été faite déjà. Mais bon, je voulais avoir quelques conseils de votre part sur le 911 996 et les avantages et les inconvénients. Et entre-temps, par contre, j'ai acheté cette voiture. Alors vous avez acheté laquelle alors? J'ai acheté une belle voiture. Vous avez acheté quoi? Une série 1, une série 2? Alors, une phase 1. D'accord, donc 3 litres 4. Qui est une de 98, donc on a 23 ans. D'accord. Donc une des premières. Voilà, toujours dit que les mecs aimaient mieux quand c'était plus jeune. Voilà, 23 ans. Bam. Ça dépend. Et vous l'avez payé combien? Vous l'avez payé combien si c'est pas 28 000 euros. Eh ben exactement dans la cote. En fait. 26 Bah oui. Non, mais en fait, c'est la 996, c'est ça. Ça a été la mal-aimée des 911 pendant longtemps, parce qu'elle est la première à avoir un moteur à refroidissement par eau, alors qu'avant c'était refroidissement par air. Mais en fait, elle était mal-aimée parce qu'elle avait la première série avait les phares du Boxster. Donc il y a plein de. C'était un choix marketing bizarre. Voilà, mais un choix marketing qui, avec le temps, s'avère payant aujourd'hui, parce que les pièces du 996 de carrosserie ou même tout le reste, c'est beaucoup moins cher que les pièces des 993 qui était la génération d'avant, et surtout c'est plus performant quoi. C'est-à-dire pendant longtemps on a dit ah là là c'est la Porsche mal aimée, mais aujourd'hui on peut avoir un modèle, alors ça fait 300 bois la 3 litres 4 ça marche super bien, ça tient la route et en fait on peut se payer une voiture géniale pour pas cher. Entre 25 et 30 000 euros bien sûr. Pour un bel exemplaire. On est en boîte auto ou boîte méca là? Boîte méca. Ok. Vous avez bien fait parce que pourquoi? Parce que la boîte automatique c'était du type Tronic à l'époque, c'était un petit peu long, c'est moins sport. Qu'est-ce qu'il en pense notre ami François? François Alain. C'était pas bon. Alors, avis de François Alain sur Sud Radio. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que c'est toujours une bonne idée d'acheter celle qui est entre guillemets provisoirement la mal aimée, parce que ça ne le restera pas. Non, ça commence à grimper. Voilà. Ça et recommence c'est très bien. Je pense que c'est un bon choix. Bien, ça reste une très bonne voiture. Alors il y a eu quelques pépins sur certains exemplaires. Il y a eu des pépins sur ce qu'on appelle le roulement de l'arbre intermédiaire. Mais on peut pas. Ça concerne pas tous les exemplaires. Mais c'est 8% des voitures. Voilà. Et en fait, en plus, c'est un pépin qui arrivait au début. Donc si votre voiture elle a pas cassé au début, vous êtes à peu près tranquille. Il faudra juste penser quand vous changerez l'embrayage à faire changer ce roulement. Alors ça a été tout changé. Alors. Voilà. Donc, mais vous l'avez trouvé où? Honnêtement, je pense avoir fait une très très bonne affaire par connaissance. Elle a 120 000 km certifiés. Super. Et c'est une connaissance qui vous l'a offerte, qui vous l'a vendue? Offerte non. Elle est de quelle couleur, Daniel, pour savoir? Elle est gris métal. Et l'intérieur? Noir, un pavillon noir. Donc elle a le cuir et tout qui est nickel. On dirait que c'est une voiture neuve. On peut passer la chercher quand avec François? On vient la récupérer. Non, parce que c'est gentil de nous faire un cadeau, franchement. Daniel, vous êtes situé où? Alors je suis à côté de Nice, un petit village qui s'appelle Escarène. Ça tombe bien, j'arrive. Dites à Jean-Luc qu'il doit connaître au pied du Turini. D'accord. On va chez nous pour aller au col du Turini. Vous passerez me voir le week-end prochain, j'anime le salon du vin de Saint-Tropez.
Oh, Oui, bravo. monsieur. Bravo. On est Et aussi. il passera en Porsche en plus. Voilà. Soit Et Moreau. aussi, Bravo pour votre choix, Daniel. parce que je suis aussi journaliste vitivinicole. C'est vrai. Toute jeune, C'est tout à diplômée, fait. et j'adore ça. Exact. Bravo Daniel, bon week-end du côté de Nice où je sais pas quel temps vous avez là ce matin. C'est mitigé. Bon, ouais, c'est Il pas a plu grave. cette nuit et là c'est gris. Bon, ben voilà. Bah bon. Bon week-end à tous. Merci Merci à d'avoir vous. été avec Merci. nous, François. Mais avec plaisir, je reviens quand vous voulez, les Ah amis. bah, vous savez, demain. moi, Ah non, ouais, demain, on n'est pas là. Demain, je reste dormir ici cette nuit. Merci Monsieur Moreau, on se retrouve la semaine La prochaine. semaine prochaine, ouais. Salut, Et l'ami on- Jean-Luc. On rend à l'heure. Oh Ouais, là ouais, là c'est là bien. là Non mais c'est bien, mais j'y tenais. Bisous. Allez, à tout de suite. Dans quelques instants, ça roule. On va parler de ces fameuses boîtes noires qui vont être imposées dans les voitures neuves à partir de 2022, qui vont être un petit peu nos espions. Oula. Et en 2024 sur toutes les voitures d'occasion. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? 0826 300 300.